Bonjour, je m'appelle Louis Vitry, j'ai 26 ans. Je vais vous raconter un peu ma formation. J'ai fait une licence de maths à l'EPFL avec une année de césure où je suis parti à Stockholm, à l'école KTH, où j'ai pu avoir la liberté de choisir des cours qui me convenaient. Donc j'ai choisi en l'occurrence des cours de stats, proba, enfin, tout ce qui tournait à l'époque du machine learning, mais sans que ça s'appelle vraiment le machine learning. Et ça me plaisait pas mal. Et en fait, à l'issue de ma licence, j'ai décidé de faire une année de césure pour essayer de valider un peu l'appétence que j'avais sur ces sujets-là dans le monde professionnel. Donc en fait, j'ai rejoint deux startups, Shippeo et Lucky Cart, pour y faire en fait chez eux data scientist. J'ai pu apprendre plein de trucs. Je faisais des modèles comme par exemple, bah voilà, prédire quand est-ce que les trains vont arriver, enfin les camions vont arriver, est-ce qu'ils vont avoir du retard, ce genre de choses. Et c'était des modèles qui étaient pas complexe, pas simple non plus, mais qui n'était pas vraiment à la pointe de la R&D. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que de toute manière, en fait, il me fallait un master pour être crédible dans le monde professionnel et chercher un master qui allait pouvoir un peu me secouer sur les aspects R&D et tout ça. Et je suis allé du coup au master MSc IA de Centrale Supélec, qui s'est avéré être un très bon choix pour tout un tas de raisons. En fait, il y a un très gros focus recherche dans ce master-là. On va vraiment mettre le nez dans les algos, les réimplémenter from scratch et sur des algos qui ne sont pas forcément les algos que à la mode. On a aussi étudié pas mal d'algos qui sont très performants, mais dont on entend un peu moins parler parce que c'est moins, disons, fancy. Donc c'était vraiment une formation que je trouvais très complète, notamment en computer vision qui est devenue depuis un peu ma spécialité. On ne voyait pas que les derniers modèles de deep learning super cool, mais on voyait aussi du traitement d'image dit bas niveau et des choses un peu chouettes comme ça. Donc je suis très content de ce master-là, j'y suis resté voilà, un an. Et ensuite j'ai rejoint en fait la startup Terra Panacea et j'ai travaillé, j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas. Ensuite j'ai travaillé à peu près 2 ans en CDI en tant que ingénieur, chercheur en computer vision. Donc là, mon travail, en fait, c'était d'arriver à modéliser automatiquement, faire une cartographie 3D du corps humain, donc pour trouver en fait tous les organes, de manière en fait à améliorer le traitement par radiothérapie, qui consiste en fait très simplement à envoyer des rayons sur une tumeur avec un pistolet à rayons. Et une fois qu'on a cette cartographie du corps, on peut optimiser la manière dont les rayons sont envoyés et du coup en fait minimiser l'impact du traitement sur le patient. À la suite de ça, moi, il était très important pour moi dans ma carrière de monter un jour mon propre projet et de le faire toujours avec un caractère à impact. Et j'ai choisi en fait de prendre un peu de temps pour me renseigner sur les questions énergie-climat pour la faire assez court pendant le confinement. Et j'ai décidé qu'il fallait que je monte une boîte là-dedans. Je ne savais pas encore trop quoi. J'ai eu la chance de rencontrer Romain Info qui est mon associé dans mon projet en avril dernier. Et on a monté Canop. Ouais, donc les conséquences en fait de l'effondrement de la biodiversité et du changement climatique, elles n'échappent à personne depuis déjà assez longtemps, mais en particulier ces dernières années, et ça fait que se renforcer. Ça fait à peu près 2-3 ans que je m'intéresse de plus près à ces sujets-là, et ça a été très anxiogène au début, et je voulais vraiment trouver un moyen de pouvoir un peu concilier mon travail avec cette envie de faire quelque chose. Et ouais, j'ai décidé de me lancer à mon compte, donc en créant Canop avec mon associé Romain que j'ai pu rencontrer en avril dernier. Et au début, on s'est pas mal penché en fait sur le marché pour essayer de comprendre un peu voilà, c'était quoi les solutions naturelles qui permettent de résoudre une partie de ces changements-là, hein, parce que s'il faudra quand même pas mal réduire les émissions de CO2, il faut aussi avoir des solutions complémentaires. Et donc on a passé d'avril à juillet, on a contacté une centaine de personnes dans le monde de la forêt, du carbone, même un peu de l'agriculture, pour essayer de voir où est-ce qu'on pouvait se trouver une petite place pour faire des choses chouettes. Et on s'est dit qu'en fait, ce qui pêchait le plus, c'était la mesure. Alors, en fait, mesurer l'impact des services écosystémiques que peuvent rendre les forêts. Et donc c'est ce sur quoi on a décidé de travailler. Et la solution qu'on développe et qu'on a commencé à développer techniquement en juillet dernier, en fait, s'attelle à mesurer de manière automatique les services écosystémiques que rendent les forêts. Donc en fait, c'est quoi les services écosystémiques? Donc en fait, c'est à la fois le carbone que peut séquestrer une forêt, mais c'est aussi la diversité des essences et la faune qui est habitée. Alors, on ne pourra pas mesurer un papillon depuis une image satellite, bien entendu, mais on peut arriver à avoir un certain nombre de choses, y compris la filtration de l'eau, de l'air, etc. Et qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qui fait qu'en fait notre approche est originale? C'est que nous, on s'intéresse à faire une mesure qui est extrêmement explicable. En fait, on ne développe pas des algorithmes d'IA qui sont des boîtes noires. On travaille à l'échelle de l'arbre, ce qui permet en fait de rendre nos résultats totalement transparents vis-à-vis de nos clients.
Historiquement, en fait, l'analyse de forêt par image satellite, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui a beaucoup changé ces dernières années, en revanche, c'est l'accessibilité des images de très haute résolution. Donc, en fait, il faut entendre par là des images qu'on peut voir sur Google Maps, par exemple. Combiné en fait au développement de l'IA et en particulier de certaines branches du deep learning en computer vision, permettent aujourd'hui d'arriver à détecter chaque arbre dans une image satellite, et c'est ce sur quoi on travaille. Et en fait, pourquoi travailler à l'échelle de l'arbre? Déjà parce que chaque arbre compte, et ensuite ça rend ces résultats explicables. C'est-à-dire qu'en fait, avant on disait, dans 7 hectares, il y a à peu près tant de carbone, mais c'était compliqué en fait de rendre ça explicable. Donc nous, nos clients, en fait, c'est des développeurs de projets forestiers. Ils sont en général de deux sortes. Il y a des développeurs de projets bicarbone, donc en fait des gens qui vont faire pousser des forêts pour la simple raison que ces forêts en fait fournissent des services dits écosystémiques qui sont, on va pas se le cacher, super chouettes. Et un deuxième type de client qui là, c'est plus de la foresterie traditionnelle. Donc c'est des gens qui en fait vont faire pousser du bois pour se substituer à d'autres matériaux comme du plastique, du métal, lorsque c'est possible. Et c'est aussi assez bien pour l'environnement lorsque c'est bien fait. Et en fait, l'intérêt de nos clients, c'est d'avoir une mesure qui est à la fois abordable et fiable. En fait, ça coûte très cher de faire des mesures en forêt. Il faut imaginer si on a une forêt de 100 hectares et qu'on veut compter chaque arbre, qu'il y a un petit bonhomme ou des petits bonhommes qui se baladent et qui vont aller compter chaque arbre dans la forêt, éventuellement mesurer leur diamètre. Donc voilà, quelqu'un qui se balade avec une écart pour mesurer des milliers d'arbres, c'est pas forcément économiquement viable. Et c'est là où nous on intervient. On n'a pas l'intention de se substituer à des experts forestiers qui font un travail extraordinaire. On est plutôt en fait là en complément. Donc nous on va plutôt être là pour arriver à mesurer tous les arbres et leur aider à scaler un peu leurs opérations. Et surtout l'avantage pour nos clients, hormis le prix qui en fait on divise par un facteur 5 ou 10, c'est de pouvoir se substituer de différentes opérations logistiques. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on est sur des forêts un peu éloignées, etc., il faut envoyer quelqu'un là-bas pour le mesurer, ou faire voler un drone, ça demande de faire un plan de drone, enfin c'est tout un tas de contraintes qui en fait sont réglées par le traitement d'image satellite. Si on veut respecter les 2 degrés par rapport au début de l'ère industrielle, il va certes falloir réduire nos émissions, mais il va falloir aussi compter en bonne partie sur l'agriculture et sur la forêt, qui sont des puits de carbone bien connus. Et pour ça, en fait, il y a un bon nombre de projets forestiers qui se mettent en place, mais en fait, le coût de la mesure de ces services écosystémiques est très cher. Ça va jusqu'à 40% du prix. Donc, c'est-à-dire, nos clients, ils vont payer jusqu'à 40% de leur argent pour faire ces mesures-là. Et surtout, en fait, des petits projets. Donc, il faut imaginer des gens qui ont 5, 10 hectares. En fait, c'est inaccessible pour eux de faire valoriser les services écosystémiques qu'ils rendent. Et c'est là où nous, on peut intervenir. En fait, c'est assez crucial qu'on prenne en compte d'autres indicateurs économiques que le PIB, parce qu'on voit très bien que ça nous met droit dans le mur. Il y a des indicateurs comme le carbone, la diversité et d'autres suivront, qualité de vie sans doute. Et ce qui est important pour moi, en fait, c'est de démocratiser la mesure de ces indicateurs-là, qui jusqu'aujourd'hui, en fait, sont encore assez mal compris. Et en fait, vu qu'on améliore que ce qui est mesurable, on pense que démocratiser cet accès va permettre en fait une réelle prise en compte dans l'économie de ces indicateurs-là. Donc là, on a développé depuis juillet une solution qui fonctionne, ça marche. Et là, on s'attelle en fait à passer ça à l'échelle. Et donc du coup, on va être amené, là on est en train de lever des fonds et on va être amené à recruter pas mal de profils d'ingénieurs qu'on va chercher en intelligence artificielle, en traitement d'images satellites, en foresterie. Et du coup, voilà, si vous voulez nous rejoindre pour apporter votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas à me contacter.